Bonjour Bernard Ramanansou. Bonjour Adrien. Vous êtes directeur général honoraire d'HEC, vous avez longtemps dirigé cette école, que vous connaissez bien, qui est en tête du classement du Financial Times. Donc c'est une école d'élite, et en France, comme dans d'autres pays, les élites sont l'objet d'un fort ressentiment. En ce qui concerne les élites économiques, et en tant qu'ancien dirigeant de cette école, est-ce que vous jugez ces reproches justifiés? Alors, il y a d'abord, quand on pose cette question sur les élites et sur les reproches, il faut prendre les reproches au premier degré déjà. C'est-à-dire que ça veut dire que quelque part, les élites n'ont pas rempli la mission qu'elles auraient dû remplir. C'est une première chose qu'il faut constater. Il ne faut pas rentrer dans le déni. D'abord parce qu'il ne faut jamais faire dans le déni. Puis ensuite, ce serait une preuve de plus qu'on a bien fait on fait bien de critiquer les élites et ceux qui les forment, quoi. Donc, oui, il faut faire attention, il faut regarder ce qui s'est passé, ce qui ne se passe pas et comment il faut corriger la chose. Cela étant dit, mais c'est important je crois que c'est important ce que je viens de dire, il y a un certain nombre de travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier travers, c'est de faire comme si on pouvait penser qu'il n'y aurait pas d'élite quelque part un jour dans un pays comme la France. Je pense que ça n'est pas possible et je pense surtout que ça n'est pas souhaitable. C'est-à-dire, il faut des gens qui soient responsables d'un pays, d'une entreprise, d'une économie. Et il faut qu'ils en soient responsables. Et le mot important là, c'est responsable. C'est-à-dire que si ça marche, il faut dire que c'est des grandes personnes, des belles personnes. Si ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à dire que c'est pas normal ou que c'est, etc. Et donc ça, c'est un premier point sur les élites. Et aujourd'hui, je pense, mais vous avez trouvé que je suis biaisé de par mes anciennes responsabilités, mais je pense qu'on oublie de mettre en regard des reproches, encore une fois, qui sont souvent légitimes qu'on fait aux élites. On oublie de mettre en regard ce qu'elles font, ce que certains font. Voilà. Il y a un mot auquel je tiens beaucoup, c'est le mot engagement. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver, on trouve de belles personnes parmi les élites, c'est-à-dire qui s'engagent vraiment. Alors évidemment, par nature, ils font moins la une des journaux, c'est normal, c'est comme ça, que ceux qui trichent, s'enrichissent plus ou moins légitimement. On parle évidemment moins de ceux qui s'engagent, de ceux qui font des sacrifices et de ceux qui ont une vision sur le long terme. Donc oui, adresser des reproches aux élites, oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas en faire une généralité et ce serait même, comment dire, c'est pas bien, comme on dit, comme ma maman me disait, c'est pas bien de jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi, voilà. Donc effectivement, parler des élites, c'est réducteur, c'est la principale réponse quand même à ça. Et selon vous, est-ce qu'il faut quand même revoir la façon dont sont formés, parce qu'il y a certains profs de finance par exemple qui le disent, vous faites à HEC de la finance, revoir la façon dont, alors ça ne changera pas tout, mais dont la formation est faite? Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur comment il faut faire évoluer le système. C'est plus une évolution qu'un changement et encore moins qu'une révolution, encore une fois pour ce que je vois. Je pense par exemple que d'une façon générale, la chose qu'il faut éviter dès qu'on parle de cette question des élites, c'est la reproduction. Il faut arriver à faire en sorte que les élites ne se reproduisent pas, j'allais dire, selon des schémas en plus prévisibles. Ce qui est un peu le cas dans les grandes écoles. Mais il y a un vrai problème, ouais. Mais là aussi c'est la même chose. Évidemment, les gens qui sont dans les grandes écoles, les gens qui sont dans les meilleures universités, les gens qui sont dans les grands corps de l'État, ne sont pas représentatifs socialement de ce qu'est la population française. Ça, il faut le savoir, mais je pense qu'on le sait et que il y a des essais, mais il y a du coup des résistances et des efforts pour que... Qui ont fait progresser un peu la situation. Qui ont fait progresser. Hein. Aujourd'hui, il y a 25... Oui, c'est moi qui l'ai initié, mais ça a été remarquablement prolongé. C'est lent, il y a des résistances de tout le monde, mais on trouve ça dans toutes les populations, hein, c'est vrai. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, à HEC, il y a 25% de boursiers. C'est pas représentatif là aussi de ce qu'il faudrait, enfin, si on veut, si on veut reproduire la structure de la sociologie française, mais
Enfin voilà, parce que c'est pas des boursiers forcément échelon 6 ou 7, etc. Voilà. Pas des gens là, il y a des efforts. Bon, ça, c'est un premier effort qu'il faut clairement faire. Parce qu'il y a autre chose, excuse-moi de vous couper, c'est qu'une fois qu'on a recruté dans toute la société française, comment éviter que les personnes qui ont été recrutées ne fassent qu'imiter absolument. Ce qui s'est produit avant. Absolument. Non, même s'ils viennent d'origine modeste. En fait. Oui, absolument. Non, mais c'est cette question de la reproduction, mais il y a des grands sociologues qui ont regardé cette chose-là. La reproduction, je ne vais pas faire un jeu de mots, mais il y a de la reproduction dans la reproduction. Oui. C'est-à-dire qu'il faut voir ça. Une réponse possible, c'est aussi sur laquelle il faut faire très attention, c'est le fait qu'il faut être sûr que ce que l'on, entre guillemets, enseigne, correspondent à des défis et à des défis collectifs plus qu'à des défis d'une classe sociale donnée. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui il faut mettre beaucoup plus l'accent qu'il n'est mis. La question du climat, la question de ce qui se passe en termes de démographie, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument enseigner. Alors quand je dis enseigner, ça ne veut pas dire faire des conférences, ça veut dire en tous les cas trouver des projets sur lesquels les étudiants, les élèves doivent être impliqués pour comprendre ce qui se passe. Et c'est une façon de répondre aussi à votre question sur comment faire pour qu'ils ne reproduisent pas, etc. Il faut être sûr qu'ils, très vite, ils s'occupent, on les forme, on les met sur des projets dans lesquels ils vont avoir à se confronter à des problèmes très, très, très réels. Il y a un thème là qui est en train d'émerger, enfin les auteurs diraient que ça a émergé depuis longtemps, mais qui est en train de se développer, par exemple, c'est la collapsologie. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est aujourd'hui essentiel que les élèves qui sont dans ces institutions réfléchissent à cette question. Parce que et du coup, ça va très loin. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer le modèle? Dans quelle mesure il faut le continuer? Dans quelle mesure il faut le transformer? Dans quelle mesure il faut le transformer radicalement? Et certains diraient dans quelle mesure il faut faire des révolutions sur un certain nombre de domaines. J'en discutais récemment avec des jeunes diplômés. C'est une question qui est essentielle, c'est-à-dire que combien savent que, par exemple, il y a une dégradation de la diversité animale, des espèces animales, y compris en France, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et donc, ce genre de question, qui est très complexe, très compliqué, il faut absolument qu'on en parle aux élèves. Quand je dis qu'on en parle, c'est pas, encore une fois, une vague question comme ça en conférence du soir, c'est les inciter à travailler sur des projets de cette nature. Je pense que ça, c'est intégré dans la professionnalisation, dans les matières professionnalisantes, etc. La gestion, le marketing, la comptabilité verte ou d'autres choses. Voilà. Et il faut aller... alors, le problème, c'est qu'il y a probablement urgence et donc il faut aller vite, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est aussi un autre défi qui est quelque chose de compliqué. Et puis, j'aurais peut-être dû commencer par là. Je pense que la culture générale, ce qu'on appelle la culture générale, alors on ne va pas se lancer dans une thèse sur qu'est-ce que la culture générale, c'est quelque chose qui est encore plus essentiel que quand j'étais étudiant moi-même. La culture générale, c'est probablement la meilleure solution pour être capable de réfléchir à une complexité du monde. C'est-à-dire que sinon, on va de recette en recette. Et puis, on a l'impression, ou l'illusion plus exactement, qu'on va s'en sortir comme ça en accumulant des recettes qui sont évidemment très vite périmées. Ce qui reste dans tout ça, et la capacité à penser le monde dans sa complexité, c'est la culture générale et l'obligation ou la possibilité de réfléchir au monde sous différents angles. C'est-à-dire que c'est important que tout le monde ait un minimum de bagage littéraire, un minimum qui doit être quand je dis minimum, c'est pas du tout péjoratif, mais un bagage littéraire, un bagage mathématique, mais aussi un bagage artistique. C'est aussi important que les gens apprennent à penser aussi et que, alors ne revenons pas sur l'international, c'est pareil, quoi. Il faut pouvoir faire en sorte que les étudiants, les élèves,
se disent qu'il ne faut pas jeter le mode de pensée à la française, qui a d'énormes qualités, mais en même temps, il faut montrer qu'il y a d'autres modes de pensée à travers le monde et qu'il faut confronter ces différents modes de pensée. C'est la façon qu'on a trouvée, enfin que les gens qui réfléchissent à ces problèmes-là ont trouvé pour essayer de faire en sorte qu'on comprenne mieux la complexité du monde. Donc j'ai bien compris, le plus important dans toutes ces mutations, mais qui sont aussi technologiques, géopolitiques, etc., c'est la culture générale pour vous. Avec un défi, c'est qu'on n'a pas, quand on est un jeune, le même accès ou le même bagage de culture générale par sa famille, selon le milieu culturel, social dont on vient. Ça, c'est possible dans une formation de contrebalancer ça en quelques 2 ans, 3 ans. Oui, c'est une question difficile que vous posez. Je vais y répondre en remontant à la source. La culture générale, c'est quelque chose qu'il faut faciliter pour tout le monde. C'est un enjeu démocratique, je pense, la culture générale, et ne pas espérer que c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Il ne faut pas l'espérer parce que, comme vous dites, les enfants issus des classes favorisées ont cet accès à la culture générale. C'est automatique. Non seulement c'est automatique, mais c'est un peu comme s'il y avait une main invisible. C'est-à-dire que les familles d'enseignants, les familles de privilégiés s'occupent de faire en sorte que leurs enfants aient cette culture générale et ils le font probablement, c'est très inconscient, parce qu'ils savent que plus tard, ça va être utile et ça va être nécessaire. Et donc, j'y reviens, c'est à l'État, ou bien aux personnes, aux organismes qui pensent que c'est fondamental, de faire en sorte que cette culture générale soit un bien commun. Enfin, c'est un grand mot aujourd'hui qui est important. Ça doit faire partie du bien commun, cette culture générale, et on ne doit pas laisser chacun se débrouiller avec ça. Enfin, c'est important. Est-ce qu'on est capable parce qu'en effet, est-ce qu'on est capable de rattraper ça en 2 ans comme ça, etc. C'est très 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 compliqué. Voilà. Mais il ne faut surtout pas dire que parce que c'est compliqué, il ne faut pas le faire. Et que c'est trop tard. Voilà. Merci beaucoup Bernard Ramanantsoa pour cet éclairage sur la formation des élites aujourd'hui. Merci à vous.